J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour annoncer à mon mari que j'étais enceinte, mais lorsque j'ai ouvert la porte de notre appartement parisien, je me suis figé sur le seuil car mon mari était au lit avec une autre femme. Si vous étiez à ma place, regardant l'homme que vous appelez votre mari protéger sa maîtresse de votre propre regard, ressentiriez-vous de la douleur, de la colère, ou ririez-vous comme je l'ai fait? Laissez un commentaire ci-dessous, je les lirai tous, car peut-être trouverai-je dans votre histoire un écho de la mienne. En voyant Maxime, mon mari, allongé dans ce lit avec une inconnue sous mes yeux, j'étais trop stupéfaite pour parler, même si j'avais eu un pressentiment dès que j'avais franchi le seuil de l'appartement, une paire d'escarpins rouges inconnus était soigneusement posée près de l'entrée. Brûlante comme un défi, et sur le porte-manteau pendait un sac à main de créateur en cuir, inconnu et manifestement très cher. Ils avaient sans doute entendu la porte s'ouvrir, car les rires doux venant de la chambre s'étaient soudainement tus. Je me suis dirigé vers la chambre dont la porte était grande ouverte, et Maxime était là, le dos appuyé contre la tête de lit, une cigarette entre les doigts, la cendre tombant dans le cendrier comme les résidus grisâtres de tous les mensonges qu'il m'avait racontés. Il portait une chemise blanche déboutonnée, les cheveux en bataille, mais son regard était froid, indifférent. La fille s'était blottie contre son torse, enveloppée dans une fine couverture, ne laissant voir que ses longs cheveux et ses épaules nues, elle n'osait pas me regarder, les yeux baissés, fuyant, comme si mon regard pouvait la brûler, mais je me fichais d'elle. Ce n'était pas elle en qui j'avais eu confiance, ce n'était pas elle que j'avais aimée et avec qui je pensais traverser les années. Maxime a levé la tête, croisant mon regard avec un calme terrifiant, tel un lac sans la moindre onde, et il a écrasé sa cigarette lentement, paresseusement. « Pourquoi es-tu là » Sa voix ne trahissait aucune panique, seulement du dérangement, comme si j'étais une perturbation inattendue. « Pourquoi n'as-tu pas appelé avant » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, pas assez fort pour me mettre KO, mais suffisant pour me couper le souffle. Ma poitrine s'est serrée, comme si tout l'air avait été aspiré. Donc, maintenant, pour voir mon propre mari, j'avais besoin d'une permission. Donc cette maison, ma maison, n'avait plus de place pour moi? J'ai caché mes mains tremblantes derrière mon dos, mes ongles s'enfonçant dans ma peau pour ne pas révéler la douleur qui montait en moi, et je les regardais droit dans les yeux, la mâchoire serrée, forçant une phrase à sortir de ma gorge desséchée, « Tu sais au moins ce que tu fais ?» Au moment où j'ai posé cette question, j'ai réalisé à quel point j'étais ridicule, car bien sûr qu'il le savait, il savait exactement ce qu'il faisait, bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai déplacé mon regard vers la fille, et peut-être que l'indifférence de Maxime lui avait donné du courage, car elle a levé la tête et nos yeux se sont croisés juste une seconde, mais c'était suffisant, ni peur, ni honte, mais une lueur de défi, comme si elle me jaugeait. Attendant de voir ce que je ferais. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé, ma voix froide mais tremblant légèrement comme une corde de guitare trop tendue. Avant même que les mots ne finissent de sortir de ma bouche, le bras de Maxime a jailli comme par réflexe, il l'a tiré derrière lui, la protégeant de mon regard comme si j'étais une menace. Pour la première fois, son visage a montré quelque chose, non pas de la culpabilité, mais de la défense. « Chloé, ne t'en prends pas à elle, a-t-il dit, la voix basse mais tranchante. C'est ma faute, c'est moi qui ai provoqué ça, je prendrai mes responsabilités. Il est descendu du lit, ses pieds nus frappant le parquet avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence de la pièce, il a ouvert le placard, a fouillé un peu, puis a sorti une robe en soie toute neuve, l'étiquette pendouillant encore, et la lui a tendue, la voix tendre et indulgente. Comme si je n'étais même pas là. Tiens, mais ça, a-t-il murmuré. Rentre chez toi, je te rejoins bientôt. Elle a hoché la tête timidement, mais ses yeux brillaient d'une pointe de triomphe en prenant la robe, puis elle s'est détournée, l'enfilant lentement comme pour étirer le moment. Maxime a remonté lui-même la fermeture éclair dans son dos, ses doigts glissant sur sa peau, doux, intime. Je suis resté là à les regarder, et soudain j'ai ri, un rire sec et tranchant comme du verre brisé. Les larmes menaçaient de couler, mais je ne les ai pas laissées faire, pas ici, pas devant lui. J'ai détourné le regard, fait demi-tour et marché directement vers le balcon, la porte-fenêtre était grande ouverte et l'air chaud m'a fouetté le visage. L'excitation que j'avais ressentie en montant dans l'avion, le cadeau surprise que j'avais apporté pour Maxime, tout s'est évanoui dans le vent comme si cela n'avait jamais existé. Je me suis agrippé à la rambarde, mes ongles grattant la peinture écaillée, cherchant quelque chose de solide à quoi me raccrocher dans la tempête intérieure. Des pas ont résonné derrière moi, Maxime l'a raccompagné à la porte, je l'ai entendu dire quelque chose doucement, gentiment, de la façon dont il me parlait dans une autre vie. La porte d'entrée s'est ouverte,
puis refermée avec un bruit sec. J'ai entendu le tintement de l'ascenseur, puis le silence. Il est revenu. Je pouvais sentir sa présence même sans me retourner. Il s'est raclé la gorge, brisant l'immobilité. « Chloé, parlons » a-t-il dit, sa voix plate comme s'il négociait un contrat. Il s'est adossé au canapé, a allumé une nouvelle cigarette, et la fumée a dérivé, floue, brouillant son regard. Quand il a mentionné son nom, les coins de sa bouche se sont levés, rêveur, comme un garçon qui vient de tomber amoureux. « Je suis épuisé » a-t-il dit, la voix légère comme une plume. Si je n'avais pas rencontré Inès, je ne pense pas que j'aurais tenu le coup jusque-là. Il a continué, imperturbable, comme s'il avait répété ce discours 100 fois. Chloé, il n'y a plus d'amour entre nous depuis longtemps. Arrêtons les frais. Ce « arrêtons les frais » sonnait si désinvolte, comme s'il effaçait d'un revers de main 10 ans ensemble, 4 ans de relation et 6 ans de mariage. Le même homme qui, autrefois, tenait ma main au clair de lune, prudent, hésitant, avait grandi, changé, était devenu un étranger. Il n'y a pas d'enfant pour l'instant, a-t-il dit, le ton sérieux, presque froid. Toi et moi, on peut recommencer chacun de notre côté. Il m'a regardé, le regard inébranlable, comme s'il avait pris sa décision il y a longtemps et que j'étais juste la dernière informée. La cigarette s'est consumée, son bout rouge s'estompant. Il s'est levé, a pris ses clés de voiture. Avant de franchir la porte, il m'a jeté un bref coup d'œil. Réfléchis-y bien, a-t-il dit doucement, comme s'il m'offrait une faveur. J'essaierai de me rattraper. Acte 3. Maxime est parti et le bruit de la porte se refermant a résonné, sec, vide. Je suis resté immobile dans le salon pendant un très long moment, comme si mes pieds étaient cloués au parquet froid. Je ne me suis pas assise sur le canapé, il me semblait sale, souillé par l'odeur de cigarette, par sa présence à elle, par la façon dont Maxime s'y était appuyé en souriant rêveusement à l'évocation d'Inès. Cette pièce, il n'y avait plus rien ici qui m'appartenait. J'ai regardé autour de moi, l'ours en peluche qui trônait habituellement en tête de lit, la nuisette qui pendait autrefois dans le placard, le pot de crème hydratante dans la salle de bain, tout avait disparu, comme si Maxime avait soigneusement effacé toute trace de moi. Tout avait été rangé si méticuleusement, comme si je n'avais jamais existé dans son monde. J'ai serré mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement en touchant l'écran. L'enregistrement vocal était toujours là, capturant chaque mot qu'il avait dit, chaque son de sa trahison. Je l'ai éteint, puis j'ai levé le téléphone et pris quelques photos, le lit défait, le cendrier plein de mégots, l'emballage de la robe en soie gisant au sol. Je me suis retourné et suis sorti de l'appartement, me glissant sur le siège conducteur de ma voiture. Sur le siège passager, le rapport d'échographie de l'hôpital était toujours là, c'était censé être une surprise pour Maxime, une heureuse nouvelle que j'avais prévu de partager. Ce matin même, après ma visite à l'hôpital, je l'avais appelé plusieurs fois, excité, mais il n'avait pas décroché, pas une seule fois. Je pensais qu'il était occupé, que le travail l'avait accaparé. J'avais pris un jour de congé, j'avais pris l'avion depuis l'étranger pour rentrer à Paris juste pour lui dire moi-même, pour voir le sourire sur son visage quand il apprendrait que nous allions fonder une famille. Mais maintenant, en regardant le dossier, je savais qu'il ne le verrait jamais, et peut-être que cela n'avait plus d'importance. Avec le recul, les signes étaient là depuis le début, quand il a commencé à rentrer moins souvent, quand il coupait son téléphone au milieu de la nuit, quand les voyages d'affaires s'allongeaient sans explication. L'année où nous allions nous marier, son travail a soudainement été délocalisé dans une autre ville. Il m'avait tenu dans ses bras, la voix douce, patiente, « Chloé, peux-tu me faire confiance ?» Je ne le voulais pas, je n'avais jamais cru aux relations à distance, mais il avait promis qu'il verserait de l'argent sur notre compte joint, qu'il rentrerait chaque week-end, qu'on ferait des appels vidéo pour que je sache qu'il était toujours là. Pour sa carrière, pour notre avenir, j'avais fait des compromis. Maxime disait qu'il était fatigué, mais et moi? J'étais fatigué aussi. Quand nous rénovions le nouvel appartement, que je me battais corps et âme avec les ouvriers, ils n'en avaient aucune idée. Quand nos parents ont été hospitalisés et que c'était moi qui courais entre la maison et l'hôpital, ils ne savaient pas. Ces 2 dernières années, après chaque tentative infructueuse pour concevoir, j'ai supporté la pression des 2 familles, les regards apitoyés, les questions indiscrètes, et ils ne savaient rien. L'amour m'a fait tout endosser, tout avaler seul. Et pourtant, Maxime disait que sans Inès, il n'aurait pas tenu le coup. J'ai ri, un rire sec et amer résonnant dans l'habitacle silencieux.
Il s'avère que je n'avais pas le cœur aussi brisé que je le pensais, pas même assez pour me disputer avec lui, pour libérer ma colère. Je n'en avais plus la force. Acte 4. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. J'ai réservé une chambre d'hôtel, pris une douche, puis je me suis allongé sur le lit, l'esprit brumeux, comme perdu dans un épais brouillard. Les draps blancs et froids frottaient contre ma peau, rappelant le vide qui m'entourait. Au milieu de la nuit, mon téléphone a vibré. Maxime appelait. Il devait être retourné à l'appartement et avait constaté mon absence. « Tu es déjà rentré ?» a-t-il demandé sans attendre de réponse. Avant de continuer, je serai de retour cette semaine. Parlons du divorce. Si tu as des exigences, dis-les simplement. Ne dis rien à mes parents pour l'instant. L'appel s'est terminé. Je suis resté assise là, serrant le téléphone, sa froideur me traversant comme une rafale de vent, me réveillant en sursaut mais me laissant aussi engourdi. Le lendemain, je ne suis pas rentré. Je suis allé directement à l'hôpital. Les larmes que j'avais retenues toute la nuit ont finalement coulé lorsque j'ai programmé l'intervention. L'opération a été fixée à la semaine suivante. L'enfant que j'avais tant désiré, la joie que j'avais prévu de partager avec Maxime, était arrivée au pire moment possible. En sortant de l'hôpital, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Martine, la mère de Maxime. « Chloé, ma chérie, tu es à la maison. » Sa voix était chaleureuse, décontractée, comme si elle n'avait aucune idée de la fracture entre son fils et moi. « Ton beau-père a préparé un potage et des gâteaux tout frais. On passe vous les apporter. » Je me suis assise dans la voiture en pleurant silencieusement, de manière incontrôlable, étouffant des sanglots que je ne pouvais exprimer. Elle continuait de parler, doucement, me rappelant des détails du quotidien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser, et j'ai chuchoté « D'accord, merci ». Quand je suis arrivé à la maison, Jacques et Martine étaient déjà affairés dans la cuisine, l'odeur du potage remplissant l'espace. Je les ai salués brièvement, puis je me suis glissé dans la chambre. À quel point l'amour à distance pouvait-il vraiment être difficile? Le père de Maxime, Jacques, avait été militaire, et Martine avait élevé son fils seul pendant des années alors qu'il était en mission. Comment avait-il fait? Je me suis posé la question, mais aucune réponse n'est venue. Après leur départ, je me suis recroquevillé sur le canapé, mes yeux parcourant la pièce. Les mots de Maxime de la veille résonnaient encore, chaque phrase frappant comme un marteau sur ma poitrine. « Chloé, ce n'est pas que j'ai changé, c'est que nous avons changé tous les deux, avait-il dit platement, comme une vérité indéniable. Tu es si calculatrice maintenant, c'est étouffant. Mais Inès est différente. Elle est douce, innocente. Une simple pâtisserie suffit à la rendre heureuse pour la journée. » J'ai failli rire d'incrédulité, mais tout ce qui est monté était de l'amertume. Calculatrice. Je ne le nierai pas. Pendant mes 4 années d'études, nous vivions sur ma bourse. Son père était militaire, l'argent était juste, mais l'amour coûte cher. J'ai économisé chaque centime, comblé tous ses désirs. Après notre mariage, c'est Maxime qui a suggéré que nous utilisions un compte joint. Le loyer, les traites de la voiture, les cadeaux. Je traquais chaque centime, pensant que cela nous aiderait à construire une vie meilleure. Mais la réalité m'a giflé en plein visage. Maxime disait qu'il m'avait aimé autrefois, mais autrefois était tout ce qu'il restait. Quelque chose s'était infiltré et avait gâté notre amour. Je l'ai regardé, je n'ai pas argumenté, j'ai seulement demandé, quand est-ce que toi et Inès avez commencé? Il a pincé les lèvres. N'a pas répondu. Mais ses yeux ont brillé d'irritation, comme si je creusais un sujet qui n'avait plus d'importance. Il avait mal compris. Il pensait que j'essayais de le retenir. C'est pour ça qu'il avait appelé à minuit, me rappelant que nous étions déjà sur le chemin du divorce. Je n'avais pas le cœur brisé, j'étais juste amer, comme le goût d'un café froid oublié dans la tasse. Notre photo de mariage d'il y a 6 ans trônait encore au centre du salon, me fixant. Je me suis approché, j'ai décroché le cadre. Un morceau de papier en a glissé, tombant doucement sur le sol. Je me suis penché pour le ramasser, mais en voyant l'écriture de Maxime, mes doigts se sont figés. J'ai ri, confuse, amère. Il y a 6 ans, pour m'épouser, il avait écrit chaque mot lui-même. Des promesses qui brûlaient de sincérité et me faisaient croire qu'il m'aimerait pour toujours.
durant les 2 premières années de notre mariage à distance, il rentrait en douce 2 ou 3 fois par semaine, me caressait la tête et souriait, je ne peux pas être tranquille en sachant que j'ai une femme qui m'attend à la maison. Plus tard, même après sa promotion et son emploi du temps chargé, il rentrait toujours chaque vendredi, versait de l'argent sur notre compte joint, transférait ses relevés de carte bancaire directement sur mon email. Je n'avais jamais douté de son amour, mais la confiance est comme du sable dans un bocal en verre, une fois brisé, on ne peut pas le rassembler. J'ai plié le papier et suis resté assise en silence pendant un long moment, comme si j'enterrais les 10 dernières années. La sonnette a retenti, me ramenant au présent. J'avais emballé toutes les affaires de Maxime dans des cartons. Tout plié soigneusement, de la même manière qu'il m'avait effacé de son appartement. J'avais appelé un service de déménagement, demandé au chauffeur de tout livrer là où il séjournait. À 20 h, la livraison a été effectuée. Mon téléphone a sonné. La voix de Maxime était tranchante et en colère. « Chloé, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu as mis toutes mes affaires en carton et tu les as envoyées ici? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il criait presque, sa voix perçante comme si c'était moi qui étais en tort. Je me suis figé une seconde, puis j'ai raccroché sans un mot. Qu'est-ce que je pouvais bien vouloir dire? Il m'avait trompé. Il voulait le divorce. Donc, celui qui devait faire ses valises et quitter ma vie, c'était bien sur lui. Samedi midi, la sonnette a retenti sans arrêt. À travers l'écran de la caméra, j'ai vu Maxime debout devant la porte, le visage crispé par l'irritation, les sourcils froncés. À côté de lui, Inès posait sa main sur son bras, chuchotant quelque chose, essayant de le réconforter. Je me suis figé, incapable de croire qu'il avait l'audace de l'amener ici, juste devant ma porte, pour discuter du divorce. Cette impudeur m'a piqué encore plus fort que le moment où je les avais surpris au lit. Il a sonné encore quelques fois. Finalement, mon téléphone s'est allumé. « Chloé, as-tu changé les serrures ?» a aboyé Maxime. « On n'est même pas encore divorcés. Ne sois pas déraisonnable. » Donc, toute la douceur d'avant était fausse. Et maintenant qu'il n'y avait plus d'amour, il ne prenait même plus la peine de cacher à quel point il pouvait être désagréable. J'étais allongé sur la table de massage du spa, tenant le téléphone un peu éloigné de mon oreille, comme pour repousser sa voix hors de mon monde. « Oh, alors tu te souviens qu'on n'est pas encore divorcés ?» ai-je répondu, la voix froide, tranchante. C'était la première fois que je lui parlais comme ça. « Et pourtant tu as amené la femme que tu fréquentes ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Ma meilleure amie, allongée à côté de moi, m'a fait un signe de pouce levé, les yeux brillants d'approbation. À l'autre bout du fil, Maxime s'est tu, clairement à court de mots. Sur le retour vidéo, je l'ai vu couper le haut-parleur, ses yeux se levant vers la caméra de la porte comme s'il savait que je regardais. Inès a doucement tiré sur sa manche, le visage pâle. Il a remis le téléphone à son oreille, semblant cette fois plus agacé. « Chloé, tu n'as pas à dire des choses pareilles. Inès n'est pas une maîtresse ?» J'ai ri. Un son sec et moqueur qui a résonné dans la salle calme du spa. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter. Au lieu de cela, je lui ai dit de me retrouver au café le plus proche. Ma meilleure amie a proposé de venir, mais j'ai secoué la tête. « C'est bon, ai-je dit, douce mais ferme. Ce n'est qu'un divorce après tout. » Maxime s'est garé sur le côté de la route. Inès n'est pas descendue. Elle est restée sur le siège passager, se penchant près de la vitre, ses yeux scrutant le café et se posant sur moi, juste une seconde, mais c'était suffisant pour que je voie l'anxiété dans son regard. Puis elle a détourné les yeux et la vitre est remontée lentement comme pour la cacher de moi. Maxime est entré, sa chemise grise impeccable, le visage inexpressif. Il s'est assis en face de moi et a fait glisser la convention de divorce sur la table en bois. Rapide, professionnel, comme pour finaliser une transaction. « Jette un œil » a-t-il dit d'un ton égal. « Si quelque chose ne te va pas, dis-le-moi. Je ferai réviser ça par l'avocat. » J'ai parcouru le document. Des mots denses, un ton froid, motif du divorce, différence irréconciliable, partage des biens 50-50e. Je l'ai repoussé vers lui et j'ai regardé droit dans ce visage qui m'était autrefois si familier, n'étant plus désormais que celui d'un étranger. Aucune trace ne restait de l'homme qui tenait ma main et promettait l'éternité. J'ai pris une gorgée de café, l'amertume coulant dans ma gorge. Et après un long silence,
j'ai demandé doucement, te souviens-tu de ce que tu m'as promis avant notre mariage? Il a répondu instantanément sans hésitation, Chloé, je ne t'aime vraiment plus. Sa voix était stable, mais son front s'est plissé, ses doigts tapotant nerveusement sur la table comme s'il retenait quelque chose. Pouvons-nous juste nous séparer pacifiquement? Au moins pour le bien de ces 10 années ensemble, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Rendre les choses difficiles. J'ai ri en secouant la tête. Maxime, je ne t'ai jamais rendu les choses difficiles, ai-je dit. Je veux juste savoir. Tes mots ont-ils encore un sens? Sinon, alors sûrement que le papier que tu as écrit en a encore, n'est-ce pas? Il s'est figé, ses yeux se plissant. Où veux-tu en venir? J'ai sorti une copie de la lettre qui était tombée de notre cadre photo de mariage et je l'ai glissée devant lui. Ces lignes manuscrites, aux traits audacieux d'il y a 6 ans, ressemblaient maintenant à une accusation. Je ne te montre pas l'original, ai-je dit, la voix calme mais ferme. Mais d'après ce que tu as écrit, cette voiture, la maison et toutes nos économies, elles sont toutes à moi. Il a fixé le papier, son visage devenant lentement rouge cramoisi, les veines battant à ses tempes. Il a bondi, la chaise raclant bruyamment le sol. Chloé, tu t'entends parler, a-t-il grogné, chaque mot détaché. Toi et tes maudits calculs. J'en suis malade. J'aurais dû être blessé, mais je ne l'étais pas. Ce que je ressentais était un étrange soulagement. Maxime, il ne s'agit pas d'être calculatrice, ai-je dit, plongeant mon regard dans le sien. Il s'agit d'être responsable de ce que tu as dit et de ce que tu as fait. Il avait fait cette promesse. S'il me trahissait, il partirait sans rien. Et maintenant, il appelait cela être calculatrice. Il s'est frotté le front, silencieux pendant un long moment avant de marmonner, Chloé, c'est exactement pour ça que j'ai cessé de t'aimer. Inès n'agirait jamais comme ça. Elle s'est cédée et s'adaptait. Il est sorti en trombe, ses pas lourds, me laissant assise là, regardant son dos s'éloigner à travers la vitrine du café. J'ai ri. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes ruissellent sur mon visage. Céder et s'adapter. Ce n'est pas que je ne savais pas faire. Je ne le savais que trop bien. Et c'est exactement pour ça. Quand j'ai vu que l'amour et le mariage étaient pourris jusqu'à la moelle, j'ai choisi de m'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 6 ans, quand Maxime a écrit cette lettre d'engagement, il n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait la balle tirée contre lui-même. Mais maintenant, elle était pointée directement sur lui. Et la façon dont son expression s'était tordue de panique, c'était presque drôle. Il pouvait courir après son histoire d'amour éblouissante autant qu'il le voulait. Je n'avais aucune objection. Mais moi? Je demandais juste qu'il honore ce qu'il avait promis autrefois. Les mots mêmes qui m'avaient fait croire que notre amour durerait toujours. Il n'avait aucun droit de s'y opposer. En quittant le café, je suis allé au cabinet d'avocat, celui que ma meilleure amie m'avait recommandé, un petit immeuble aux portes en verre dépoli et à la plaque en laiton étincelante. Je n'avais pas beaucoup de preuves de la liaison de Maxime, juste un enregistrement vocal, quelques photos et cette vieille promesse écrite, mais je ne voulais pas faire traîner les choses avec lui. Je voulais juste en finir proprement et définitivement, comme il avait mis fin à nos 10 années. Dans le bureau, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, éclairant le bureau en bois verni. L'avocat, jeune et à peu près de mon âge, s'est assis en face de moi, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur l'arête de son nez alors qu'il écoutait l'enregistrement. Je l'ai lancé. La voix de Maxime s'est fait entendre, sèche, dénuée de culpabilité, parlant de la première fois qu'il avait rencontré Inès, comment elle l'avait attiré, comment il n'avait plus à faire semblant de m'aimer. Chaque mot ressemblait à un couteau, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela confirmait que l'amour en lequel j'avais cru était mort depuis longtemps. L'avocat a froncé les sourcils, ses doigts tapotant légèrement sur le bureau, le regard concentré, mais il n'a rien dit, il a juste écouté. J'ai glissé l'engagement écrit vers lui, une copie de la page tombée de notre cadre photo. Il l'a pris et l'a parcouru, ses sourcils se détendant progressivement, les coins de sa bouche se levant en un faible sourire. Essayons ça. Le dossier n'est pas trop compliqué, a-t-il dit avec une confiance tranquille. La partie adverse a déjà admis l'infidélité et a même proposé une compensation. Cet accord prénuptial est essentiellement un contrat de loyauté. Il y a à poser sa propre empreinte, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. Il l'a fait lui-même le jour de notre mariage. Ma voix était stable,
mais les souvenirs se sont déchirés, revenant par vagues que je ne pouvais arrêter. Il y a 6 ans, Maxime et moi venions d'obtenir nos diplômes, et notre amour brûlait si fort. Nous voulions juste être ensemble pour toujours. Nous nous étions assis avec les deux familles pour parler du mariage. Tout le monde voulait une grande célébration, mais j'avais refusé. Nous n'avons pas besoin de ça, avais-je dit à mes parents, la voix douce mais ferme. Juste quelque chose de simple et chaleureux. Nous couvrirons les frais nous-mêmes. Je voulais juste que les deux familles soient heureuses sans pression financière. J'avais confiance en Maxime, je croyais que notre avenir serait radieux, que personne ne changerait jamais. Je n'ai jamais touché un centime du fonds de mariage. Discrètement, j'ai tout rendu à Jacques et Martine. Il était ému, les yeux brillants alors qu'il tenait ma main et murmurait que j'étais une femme incroyable. Le jour de notre mariage, devant tous nos invités, il a solennellement écrit cet engagement. Son stylo glissait sur le papier, l'écriture audacieuse et confiante. Il a dit que peut-être il ne pouvait pas encore m'offrir une vie riche, mais qu'il essaierait. Il a dit que son avenir m'inclurait toujours. Il a dit que tout ce qu'il avait serait aussi à moi. Quand je suis rentré, Jacques et Martine attendaient déjà à la porte. Ils venaient rarement les soirs de week-end, et mon cœur s'est serré avec un sentiment soudain de malaise. J'ai accéléré le pas, essayant de forcer un sourire. « Maman, papa, qu'est-ce qui vous amène ? Vous attendez depuis longtemps. » Je me suis précipité pour prendre les sacs de leurs mains, l'odeur des biscuits faits maison s'échappant du sac en papier, se mêlant à l'odeur des yaourts et des fruits frais. J'ai ouvert la porte. Le code avait déjà été changé. Martine m'a regardé, l'hésitation dans les yeux, les lèvres pressées l'une contre l'autre comme si elle pesait quelque chose. Il lui a fallu un moment avant de parler, la voix douce mais perçante. « Chloé, nous caches-tu quelque chose ?» Je me suis figé, ma main se serrant autour de la poignée du sac. Même si Maxime et moi étions au bord du divorce, nous avions convenu de ne rien dire à aucune des familles tant que tout ne serait pas réglé. « Bien sûr que non, ai-je répondu, essayant de garder un ton léger. Jacques et Martine m'avaient toujours traité comme leur propre fille. Je n'avais jamais appris à cuisiner, alors tous les quelques jours, ils appelaient pour prendre des nouvelles, m'envoyant parfois des boîtes de pâtisserie, et mon frigo était toujours rempli de fruits et de yaourts qu'ils apportaient. Avant, chaque appel avec eux était plein de rire. Je plaisantais pour les faire sourire, racontais de petites histoires idiotes. Mais aujourd'hui, assise sur le canapé, face à leurs regards inquisiteurs, je ne voulais rien de plus que m'enfuir. Le mariage n'est pas seulement entre deux personnes. Le divorce non plus. Martine a pris la parole, le ton doux mais ferme. « Est-ce que Maxime et toi vous êtes disputés ? Une grossesse est quelque chose d'important. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Ces mots ont atterri comme une lame, faisant sauter un battement à mon cœur. J'ai paniqué, sur le point de nier. Je ne l'ai pas fait, mais elle m'a coupé la parole. Ses yeux toujours bienveillants, mais ne laissant aucune place à l'esquive. Ce matin, j'ai croisé par hasard le docteur Dubois. Elle m'a dit, « Tu la vois pour ses visites prénatales, n'est-ce pas ?» Entre le moment où j'avais découvert ma grossesse et celui où j'avais décidé d'y mettre un terme, une seule journée s'était écoulée. J'avais choisi un hôpital différent pour l'intervention, pensant pouvoir tout cacher. Mais j'avais oublié, une grossesse n'est pas quelque chose qu'on peut cacher éternellement. Le docteur Dubois, mon échographiste, était une amie de longue date de Martine. J'ai baissé la tête, les yeux dérivant sur le tapis et j'ai dit platement, « Il n'y a pas de raison particulière. Je ne veux juste pas le garder. » Les mots étaient légers, mais ils pesaient sur ma poitrine comme de la pierre. À 22 heures, j'étais assise en tailleur sur le canapé. Les yeux de Jacques et Martine étaient braqués sur moi, leurs expressions sombres. Ils avaient conduit jusqu'ici dès qu'ils avaient appris que j'étais enceinte. La joie qui aurait dû être radieuse était maintenant assombrie par quelque chose de lourd. L'air dans le salon était étouffant, comme si même les sons avaient été avalés par le silence. Ils voulaient me réconforter, mais ne savaient pas comment. Alors, ils sont juste restés assis là sans rien dire. Peut-être qu'ils avaient déjà deviné que quelque chose n'allait pas entre Maxime et moi, mais n'osaient pas demander. Martine a finalement brisé le silence, la voix douce. « Chloé, est-ce que Maxime s'est disputé avec toi ? Je vais l'appeler tout de suite. » Elle a composé le numéro, son doigt tremblant légèrement, le regard déterminé. Je ne l'ai pas arrêté.
Je suis juste resté là, agrippant le bord de ma manche, attendant. Le téléphone a sonné pendant un très, très long moment. Puis, une voix féminine douce a répondu à l'autre bout. Martine a sursauté. Le téléphone a glissé de sa main et a heurté le tapis avec un bruit sourd. L'écran est resté allumé, montrant que l'appel était toujours connecté. Je l'ai regardé, le coin de ma bouche se tordant en un sourire amer et moqueur. Bien joué. Je n'avais même plus besoin d'expliquer. Maxime, comme moi, avait mémorisé tous les numéros de notre famille. Pas besoin de nom de contact. La voix d'Inès a retenti, claire, indubitable, tout comme ses talons rouges ce jour-là. Audacieuse, flagrante, indéniable. Jacques a bondi du canapé et est sorti de la pièce en trombe, les épaules tendues comme s'il retenait sa rage. Martine s'est précipitée pour ramasser le téléphone, m'a regardé, les yeux pleins de choc, puis lui a couru après. Je suis resté assis seul dans le salon avec mes propres parents, leurs expressions s'assombrissant de seconde en seconde, comme si la vérité venait d'éclater devant eux. J'ai haussé les épaules, me sentant soudain étrangement soulagé, comme si un poids invisible avait été levé. L'opération est prévue pour la semaine prochaine, mercredi. Jacques et Martine ont pris l'avion le soir même pour la ville où travaillait Maxime, comme si leur colère et leur déception les avaient poussés au-delà de toute hésitation. Je les imaginais debout devant lui, les voix tranchantes, les yeux lourds, lui passant probablement le savon de sa vie. La preuve en est arrivée à 4 heures du matin quand mon téléphone a sonné. La voix de Maxime a explosé dans le haut-parleur, pleine de rage. « Chloé, je vois maintenant à quel point tu es dégoûtante. Pendant tout ce temps tu n'arrivais pas à tomber enceinte et maintenant, juste quand on divorce, tu le es soudainement? Quelle coïncidence, hein? Fais-tu ça juste pour avoir plus d'argent? Tu es vraiment sans vergogne. » Il criait presque chaque mot comme une pierre lancée sur moi. Laisse-moi être clair. Je vais divorcer. Je me suis adossé au canapé. Ma respiration a ralenti et mon doigt a glissé sur le bouton du haut-parleur. Sa voix s'est évanouie, avalée par le silence. J'ai raccroché et laissé le téléphone tomber doucement sur mes genoux alors que l'écran s'éteignait. Il avait raison. Après tout ce temps, je n'étais jamais tombée enceinte. Et maintenant, de tous les moments possibles. J'ai posé une main sur mon ventre, la douleur se propageant, non pas à cause des accusations de Maxime, mais à cause de l'enfant dont je n'avais jamais eu la chance de lui parler. Je n'avais pas le cœur brisé par sa trahison. L'amour, il s'avère, est aussi fragile que cela. Mais cet enfant, la joie que j'avais autrefois été si impatiente de partager, était devenue une blessure profonde et impossible à guérir. En tournant la tête, j'ai vu mes parents debout dans le couloir devant ma chambre, leurs visages remplis de douleur, comme s'ils avaient tout entendu. Les épaules de ma mère tremblaient. Mon père restait figé, agrippant le cadre de la porte. Je ne pouvais pas dormir, et eux non plus. Maman s'est approchée, s'est assise doucement à côté de moi, sa main chaude apaisant mon épaule, sa voix douce mais étranglée. « Ça va aller, ma chérie. La semaine prochaine, on ira à l'hôpital avec toi. Et quand tu iras mieux, on t'emmènera en voyage. Tu as toujours voulu voyager, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les yeux brûlants, les larmes roulant silencieusement. En fin de compte, seuls mes parents étaient restés à mes côtés, immuables, comme une lumière chaude au milieu d'une tempête. Mon téléphone a sonné à nouveau. Martine. Sa voix était enrouée, brisée par les sanglots. « Je suis tellement désolé, Chloé. Juste cette fois. Pourrais-tu lui pardonner ?» À l'autre bout, je pouvais entendre Jacques crier, réprimander Maxime. Mais j'ai seulement souri. Un sourire amer, faible. La trahison arrive une fois ou encore et encore. Maxime n'avait jamais eu besoin de mon pardon. Ce qu'il voulait, c'était de l'amour. Pas de moi, mais d'Inès. De ce qu'il appelait l'innocence, la pureté. Le lendemain matin, le salon calme semblait soudain bondé. Quand Maxime est revenu, traîné là par Jacques et Martine, je suis sorti de la chambre juste à temps pour croiser son regard. Il n'y avait plus aucune chaleur dans ses yeux, seulement du mépris, froid comme les yeux d'un étranger. Il se tenait près de l'entrée, les épaules raides, face à ses propres parents. Jacques l'a pointé du doigt, fumant de rage. « À quoi pensais-tu ? Hein ? Maxime, dois-tu nous décevoir à ce point ?
Martine, les yeux brillants de larmes, le frappait sur l'épaule encore et encore, ses mains tremblant. Dis quelque chose, Maxime. Mais quand le nom d'Inès a été évoqué, ses yeux ont vacillé, ses lèvres se sont serrées, et il a finalement dit, Inès n'est pas celle qui a ruiné tout ça. Maman, surveille tes paroles quand tu parles d'elle. J'étais assise sur le canapé, les bras croisés, regardant la scène comme une triste petite pièce de théâtre. Je n'avais jamais imaginé que 10 ans ensemble finiraient dans une telle étrangeté. J'ai pris la parole, ma voix plate, tranchant la tension. Maman, papa, vous devriez rentrer chez vous. Je réglerai le divorce directement avec l'avocat de Maxime. J'ai levé la main, arrêtant la colère de Jacques et Martine, mon regard stable, même si l'épuisement me vidait. Après tous ces cris, j'étais fatigué. Il devait l'être aussi. Je me suis levé et j'ai marché directement vers la cuisine. L'odeur chaude de la soupe au potiron emplissait l'air, me ramenant à des jours plus heureux. Mes parents, après une longue nuit, semblaient plus calmes. Ils agissaient comme si de rien n'était, s'activant dans la cuisine comme d'habitude. Papa a doucement soulevé le couvercle de la marmite, la vapeur s'élevant, puis s'est tourné vers moi avec un sourire doux. « Et, je t'ai fait de la soupe au potiron et du pain grillé. Ton préféré. » Acte 9. Il n'y a rien de noble dans l'infidélité conjugale. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas mis le monde entier au courant. Et c'était la dernière marque de respect que je choisissais d'accorder aux 10 années que j'avais passées avec Maxime, mais il ne l'a clairement pas valorisée. Il a nié la lettre d'engagement qu'il avait écrite lui-même. La négociation entre lui et mon avocat est devenue tendue, difficile. Je venais de subir l'intervention, mon corps vidé, mon esprit vide, allongé dans un lit d'hôpital. Mon téléphone a vibré, mon avocat appelait, la voix stable, mais clairement frustrée. Il ne veut pas transiger, Chloé. Il insiste sur le fait que la lettre d'engagement n'a pas de valeur juridique. J'ai serré le téléphone. Ma respiration a ralenti. S'il ne veut pas transiger, alors allons au tribunal, ai-je dit, la voix froide et ferme. Je ne reculerai pas. Il sera tenu responsable de ce qu'il a promis. J'ai raccroché et me suis adossé, les lumières blanches et crues de l'hôpital m'éblouissant, comme pour exposer chaque blessure que j'essayais de cacher. Mais quand j'ai levé les yeux, je me suis figé. Inès se tenait à la porte de ma chambre d'hôpital. Ses yeux étaient pleins de suffisance. Le coin de ses lèvres se tordait en un sourire narquois, comme si elle déclarait victoire. Ma poitrine s'est serrée, mes sourcils se sont froncés. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle était là, pourquoi les maîtresses avaient toujours besoin de se montrer devant l'épouse pour étaler leur présence. Je me suis souvenu que juste après que Maxime ait été ramené à la maison par ses parents, Inès m'avait envoyé une demande d'amis sur Instagram. Maxime a dit qu'il ne ressentait l'amour vrai qu'avec moi. Il en a marre de toi depuis longtemps. Je n'avais pas besoin qu'elle me le dise. Je le savais déjà. J'avais choisi le divorce non pas parce qu'elle m'y avait poussé, mais parce que je ne voulais plus m'accrocher à un mariage qui était pourri depuis longtemps. Et pourtant, elle était là, debout à la porte de la chambre d'hôpital, comme si elle avait besoin de confirmer qu'elle avait gagné. Mes parents, assis à côté de mon lit, ont senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère a tourné la tête, intriguée. « Qui est-ce ? Tu la connais ?» J'ai regardé Inès, puis j'ai secoué la tête, ma voix basse, mais assez claire pour traverser la pièce. Pas vraiment. Juste la fille que Maxime fréquente. Les mots étaient calmes, mais ont coupé net le silence. Il y avait quelques autres personnes dans la chambre, et tous les yeux se sont tournés vers la porte, atterrissant sur Inès, plein de mépris, comme si elle était une tâche. La famille du patient dans le lit le plus proche de la porte s'est levée, s'est approchée rapidement et a claqué la porte au nez d'Inès. Bang! Et Inès a disparu derrière. C'est ça le truc. Quand tu es la maîtresse, tout ce que tu obtiendras jamais, c'est du mépris. Acte 10. Quand je suis sorti de l'hôpital, au moment où j'ai poussé la porte, ma meilleure amie s'est précipitée vers moi, les yeux brillants, tenant une tasse de café fumant. « Bonne nouvelle » a-t-elle crié avec excitation. « Ta date d'audience avec Maxime pourrait être avancée. » Elle s'est affalée sur le canapé, la voix ferme. J'ai vérifié avec l'avocat. « Tu vas gagner, c'est sûr. Mais as-tu bien passé en revue les biens communs ?» J'ai hoché la tête. L'appartement,
la voiture, tout ce que nous avions acheté après le mariage était entièrement documenté. Le salaire de Maxime était viré régulièrement sur le compte joint, et il m'envoyait ses fiches de paie comme une horloge, une habitude gardée impeccablement intacte. Même en voyant Inès, il n'avait laissé aucune zone d'ombre. S'il n'était pas un si bon acteur, comment aurais-je pu ne rien remarquer pendant tout ce temps? Ma meilleure amie a écarquillé les yeux, me pointant du doigt en guise d'avertissement. Et toutes les choses qu'il lui a achetées? Tu dois réclamer ça aussi. J'ai haussé les épaules, la voix calme. Ces cadeaux ne valaient pas grand-chose de toute façon. Mais je savais que ce qui devait être récupéré, je le récupérais. Heureusement, Inès, après s'être connectée avec moi sur Instagram, avait l'habitude de se vanter. Chaque cadeau que Maxime lui offrait, un collier, un sac à main, une robe en soie, elle le postait fièrement avec des légendes suffisantes. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon avocat. Il a répondu par une seule ligne, reçu. Ne t'inquiète pas. En attendant l'audience, Jacques et Martine m'ont rendu visite plusieurs fois. Je pensais qu'ils essayaient de me convaincre de faire marche arrière, de régler le divorce pacifiquement, d'éviter l'escalade. Mais non, ils sonnaient doucement, attendaient que j'ouvre la porte, même s'ils se souvenaient encore du code. Il apportait des pâtisseries, des yaourts, exactement comme au bon vieux temps. Les yeux pleins de tristesse, mais ne disant jamais un mot sur Maxime. Chaque fois qu'il venait, je me sentais un peu plus légère, rappeler que certaines personnes se souciaient encore sincèrement de moi. Le jour de l'audience, l'air du tribunal semblait étouffant, les lumières blanches du plafond projetant des ombres dures sur le visage tendu de Maxime. Il n'a pas nié la liaison, mais s'est tout de même retourné pour regarder Inès assise au dernier rang, les yeux pleins d'une émotion profonde, comme un guerrier autoproclamé de l'amour. Jacques et Martine, assis non loin, commençaient à montrer leur déception. Jacques, un soldat qui avait vécu selon des principes toute sa vie, agrippait la coudoir fermement, incapable de croire que son fils était devenu cette personne. Maxime se tenait à la barre, la voix froide. Oui, j'ai écrit cet accord le jour de notre mariage, mais il n'a aucun effet juridique. Je ne le reconnais pas. Je l'ai regardé, l'homme qui signifiait autrefois le monde pour moi, maintenant aussi inconnu qu'un étranger. Puis j'ai sorti la vidéo du mariage soigneusement stockée sur mon téléphone. Le grand écran a montré un Maxime jeune et rayonnant tenant un micro et lisant chaque mot de l'accord devant la salle de réception. Je permets à tout le monde ici de me tenir pour responsable. Dans cette vie, je n'aimerai que toi. Sa voix résonnait. Si jamais je te trahis, tout, l'argent, les voitures, la maison sera à toi. Personne ne l'avait forcé à le dire. Personne ne l'avait forcé à l'écrire. La salle d'audience est tombée dans le silence, seul le long soupir de Jacques brisant l'air. Mon avocat s'est levé et a expliqué que l'accord avec sa signature et ses témoins était juridiquement valide comme un contrat. Les prêts de la maison et de la voiture avaient été remboursés il y a 2 ans. La plupart des économies du compte joint étaient gérées par moi. Le tribunal a tranché en ma faveur. Maxime était furieux, le visage rouge, voulant faire appel. Mais Jacques et Martine se sont immédiatement levés, la voix de Jacques tremblante. Ça suffit. Ne déçois pas tes parents davantage. Maxime les a regardés, a ricané, puis s'est tourné vers moi, le ton dégoulinant de sarcasme. Chloé, réalises-tu à quel point tu pues l'argent? Pour toi, il n'y a rien d'autre que des maisons, des voitures et des économies. Tu me dégoûtes honnêtement. Drôle, j'avais la maison, la voiture, les économies, toutes choses qu'il m'avait promises. Pourquoi aurais-je besoin d'un amour qui s'était déjà effondré et n'avait laissé que de la douleur? Je l'ai regardé et je n'ai rien dit. Il a pris la main d'Inès et est sorti vers le parking sans se retourner. J'ai appelé Maxime. Il s'est arrêté, a tourné la tête, les yeux furibonds. Assure-toi que la voiture soit lavée avant de la rendre, ai-je dit, la voix lente mais ferme. Selon le jugement, il avait 1 mois pour transférer la propriété. Inès, à côté de lui, a lâché sa main silencieusement et a hésité. Peut-être réalisait-elle que l'amour qu'elle avait poursuivi tombait en morceaux. J'ai jeté un coup d'œil à ma meilleure amie. Nous avons toutes deux étouffé un rire. Maxime pouvait croire en son grand amour avec Inès, mais dans un monde bâti sur des ambitions matérielles, ce n'était rien de plus que de la poussière. Le tribunal lui a ordonné de restituer les cadeaux qu'il avait faits à Inès, et il a accepté à contre-cœur de compenser. Je n'ai pas discuté davantage.
J'ai simplement sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'à l'un des messages d'Inès. Sans amour, le mariage n'est que poussière. Il est voué à s'effondrer. Ma meilleure amie a ri si fort qu'elle a failli tomber. Elle avait raison. L'amour sans base financière solide n'est que poussière. Et l'amour de Maxime s'est effondré plus vite que nous ne l'imaginions. J'ai entendu dire qu'Inès s'était disputée plusieurs fois avec lui par la suite, menaçant même de rompre quand elle a réalisé qu'elle n'obtenait rien du jugement. Maxime a fait traîner les choses jusqu'au dernier jour possible avant de terminer le transfert de la maison et de la voiture. Le divorce a été finalisé un petit matin alors que la première lumière du jour glissait à travers la fenêtre du bureau, brillant sur le bureau couvert de signatures et de tampons officiels. Maxime se tenait là, près de la porte menant au couloir, ses chaussures en cuir ciré, mais les épaules légèrement affaissées. Il hésitait, les mains dans les poches, les yeux me regardant, puis regardant le sol, puis revenant vers moi. Finalement, il a parlé, sa voix hésitante, comme s'il avait peur de quelque chose. Si je disais que je regrette, me pardonnerais-tu? Il a levé les yeux, le regard brillant d'une faible lueur d'espoir. Je le pense vraiment, Chloé. Je crois que je regrette vraiment. Je suis resté immobile, mes doigts se resserrant légèrement autour de mon sac à main, ces mots passaient sur moi comme une brise, me touchant, mais pas assez pour m'émouvoir. Je les regardais, non pas avec mépris, mais avec le soulagement tranquille de quelqu'un qui a déjà traversé la tempête. Juste avant de partir, il a soudainement saisi ma main. « Chloé, tu es plus froide que je ne le pensais » a-t-il dit, la voix tremblante, comme s'il cherchait une sorte d'explication. « Comment as-tu pu simplement t'éloigner de 10 ans de vie commune? Juste finir comme ça sans même me donner une chance de réparer ?» J'ai retiré ma main doucement mais fermement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il ne comprenait pas, et peut-être qu'il ne comprendrait jamais. Du moment où ses talons rouges étaient apparus devant notre appartement, de la seconde où j'avais entendu la voix d'Inès au téléphone, de la façon dont il l'avait protégée devant moi, tout avait tracé une ligne que nous ne pourrions jamais refranchir. À peine 3 mois s'étaient écoulés entre le jour où j'avais découvert sa trahison et le moment où tout s'était terminé. Je n'avais pas crié, pas pleuré, pas argumenté. J'étais resté calme comme une étrangère regardant la scène se dérouler. Parce qu'au fond de moi, je savais que peu importe la douleur, nous ne pourrions jamais revenir en arrière. Je suis sorti du bureau, la douce lumière du matin se posant gentiment sur mes épaules comme pour apaiser toutes les cicatrices invisibles. Je n'étais pas pressé. Mes pas étaient lents le long du trottoir, les feuilles mortes craquant doucement sous mes pieds comme une mélodie tranquille. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert les fenêtres, laissant entrer la brise fraîche pour emporter l'odeur de fumée et les souvenirs de Maxime. J'ai préparé une tasse de café, la vapeur s'enroulant autour de mes doigts, et je me suis assise sur le canapé, mon regard se posant sur la photo de mariage qui avait été remplacée par un petit tableau, un champ de tournesol brillant sous un ciel bleu éclatant, un rappel des jours nouveaux à venir. Je n'étais plus la Chloé qui s'accrochait à la rambarde du balcon dans la douleur, qui serrait des rapports d'échographie avec des mains tremblantes. J'étais la Chloé des matins tranquilles, du thé chaud, des rêves de voyage avec mes parents, d'un avenir que j'écrirais moi-même. L'amour peut s'éparpiller comme de la poussière, mais moi, je m'étais retrouvé, aussi libre que la brise dérivant par la fenêtre ouverte. Douce mais imparable. Et parfois, lâcher prise n'est pas perdre. C'est se donner une chance de vivre vraiment, de s'aimer soi-même et d'avancer sur un chemin brillamment éclairé par le soleil.